René Guénon, La Grande Triade, chapitre 23, La roue cosmique. Dans certains ouvrages se rattachant à la tradition hermétique, on trouve mentionné le ternaire Deus Homo Rota, c'est-à-dire que dans le ternaire que nous avons envisagé précédemment, le troisième terme natura est remplacé par rota, ou la roue. Il s'agit ici de la roue cosmique, qui est, comme nous l'avons déjà dit en diverses occasions, un symbole du monde manifesté, et que les Rosicruciens appelaient rotamundi. Petite note. La tradition hermétique, qui se réfère notamment dans l'Absconditorium Clavis de Guillaume Postel, on pourra remarquer que le titre de ce livre est l'équivalent littéral de l'expression coranique que nous avons citée un peu plus haut. Dieu a les clés des choses cachées. D'autre part, la figure de la rotamundi donnée par Leibniz dans son traité de Arte Combinatoria, voire les principes du calcul infinitésimal, on remarquera que cette figure est celle d'une roue à 8 rayons, comme le Dharma Chakra dont nous parlerons plus loin. Fin de la note. On peut donc dire qu'en général, ce symbole représente la nature, prise, suivant ce que nous avons dit, dans son sens le plus étendu. Mais il est en outre susceptible de diverses significations plus précises, parmi lesquelles nous envisagerons seulement ici celles qui ont un rapport direct avec le sujet de notre étude. La figure géométrique dont la roue est dérivée est celle du cercle avec son centre. Au sens le plus universel, le centre représente le principe, symbolisé géométriquement par le point, comme il l'est arithmétiquement par l'unité, et la circonférence représente la manifestation, qui est mesurée effectivement par le rayon émané du principe. Mais cette figure, bien que très simple en apparence, a pourtant de multiples applications à des points de vue différents et plus ou moins particularisés. Petite note. En astrologie, c'est le signe du soleil, qui est en effet pour nous le centre du monde sensible, et qui, pour cette raison, est pris traditionnellement comme un symbole du cœur du monde. Nous avons déjà suffisamment parlé du symbolisme des rayons solaires, pour qu'il soit à peine besoin de le rappeler à ce propos. En alchimie, c'est le signe de l'or, qui, en tant que lumière minérale, correspond parmi les métaux au soleil parmi les planètes. Dans la science des nombres, c'est le symbole du dénaire, en tant que celui-ci constitue un cycle numéral complet. À ce point de vue, le centre est 1 et la circonférence 9, formant ensemble le total 10, car l'unité, étant le principe même des nombres, doit être placée au centre et non sur la circonférence, dont la mesure naturelle d'ailleurs ne s'effectue non pas par la division décimale, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, mais par une division suivant des multiples de 3, 9 et 12. Fin de la note. Notamment, et c'est là qui nous importe surtout en ce moment, puisque le principe agit dans le cosmos par le moyen du ciel. Celui-ci pourra être représenté également par le centre, et alors la circonférence à laquelle s'arrêtent en fait les rayons émanés de celui-ci représentera l'autre pôle de la manifestation, c'est-à-dire la Terre. La surface même du cercle correspondant dans ce cas au domaine cosmique tout entier. D'ailleurs, le centre est unité et la circonférence multiplicité, ce qui exprime bien les caractères respectifs de l'essence et de la substance universelle. On pourra aussi se borner à la considération d'un monde ou d'un état d'existence déterminé. Alors, le centre sera naturellement le point où l'activité du ciel se manifeste dans cet état, et la circonférence représentera la materia secunda de ce monde, qui joue, relativement à lui, un rôle correspondant à celui de la materia prima à l'égard de la totalité de la manifestation universelle. Pour tout ceci, on pourra se reporter aux considérations que nous avons développées dans le règne de la quantité et les signes des temps. La figure de la roue ne diffère de celle dont nous venons de parler que par le tracé d'un certain nombre de rayons, qui marquent plus explicitement le rapport de la circonférence à laquelle ils aboutissent au centre dont ils sont issus.
Et il est bien entendu que la circonférence ne saurait exister sans son centre, tandis que celui-ci est absolument indépendant de celle-là et contient principalement toutes les circonférences concentriques possibles, qui sont déterminées par la plus ou moins grande extension des rayons. Ces rayons peuvent évidemment être figurés en nombre variable, puisqu'ils sont réellement en multitude indéfinie, comme les points de la circonférence qui en sont les extrémités. Mais en fait, les figurations traditionnelles comportent toujours des nombres qui ont par eux-mêmes une valeur symbolique particulière, laquelle s'ajoute à la signification générale de la roue pour définir les différentes applications qui en sont faites suivant le cas. Petite note. Les formes qu'on rencontre le plus habituellement sont les roues à 6 et 8 rayons, et aussi à 12 et 16, nombre double de cela. Fin de la note. La forme la plus simple est ici celle qui présente seulement 4 rayons divisant la circonférence en parties égales, c'est-à-dire 2 diamètres rectangulaires formant une croix à l'intérieur de la circonférence. Nous avons parlé ailleurs des rapports de cette figure avec celle du swastika, dans le symbolisme de la croix. Cette figure correspond naturellement au point de vue spatial, à la détermination des points cardinaux. D'autre part, au point de vue temporel, la circonférence, si on se la représente comme parcourue dans un certain sens, est l'image d'un cycle de manifestation, et les divisions déterminées sur cette circonférence par les extrémités des branches de la croix correspondent alors aux différentes périodes ou phases en lesquelles se partage ce cycle. Une telle division peut naturellement être envisagée, pour ainsi dire, à des échelles diverses, selon qu'il s'agira de cycles plus ou moins étendus. Petite note. On aura ainsi par exemple, dans le seul ordre de l'existence terrestre, les 4 moments principaux de la journée, les 4 phases de la lunaison, les 4 saisons de l'année, et aussi d'autre part les 4 âges traditionnels de l'humanité, aussi bien que ceux de la vie humaine individuelle, c'est-à-dire en somme, d'une façon générale, toutes les correspondances quaternaires du genre de celles auxquelles nous avons déjà fait allusion dans ce qui précède. Fin de la note. L'idée de la roue évoque d'ailleurs immédiatement par elle-même celle de rotation. Cette rotation est la figure du changement continuel auquel sont soumises toutes choses manifestées. Et c'est pourquoi on parle aussi de la roue du devenir. Dans un tel mouvement, il n'y a qu'un point unique qui demeure fixe et immuable, et ce point est le centre. Petite note. La roue de la fortune, dans l'Antiquité occidentale, est le symbolisme de la 10e lame du tarot, concernant la roue du devenir. D'autre part, le centre doit d'ailleurs être conçu comme contenant principalement la roue tout entière. Et c'est pourquoi Guillaume Postel décrit le centre de l'Éden, qui est lui-même à la fois le centre du monde et son image, comme la roue dans le milieu de la roue, ce qui correspond à ce que nous avons expliqué à propos du Ming-Tang. Fin de la note. Il n'est pas nécessaire ici d'insister davantage sur toutes ces notions. Nous ajouterons seulement que, si le centre est d'abord un point de départ, il est aussi un point d'aboutissement. Tout est issu de lui et tout doit finalement y revenir, puisque toute chose n'existe que par le principe ou parce qu'il représente relativement à la manifestation ou à un certain état de celle-ci. Il doit y avoir entre elle et lui un lien permanent, figuré par les rayons joignant au centre tous les points de la circonférence. Mais ces rayons peuvent être parcourus en 2 sens opposés. D'abord du centre à la circonférence et ensuite de la circonférence en retour vers le centre. Petite note. On pourrait donc concevoir la réaction du principe passif comme une résistance qui arrête les influences émanées du principe actif et limite leur champ d'action. C'est d'ailleurs ce qu'indique aussi le symbolisme du plan de réflexion. Fin de la note. Il y a donc là 2 phases complémentaires, dont la première est représentée par un mouvement centrifuge et la seconde par un mouvement centripète. Petite note. Il faut avoir soin de remarquer que ici, ces 2 mouvements sont tels par rapport au principe et non par rapport à la manifestation.
Ceci afin d'éviter les erreurs auxquelles on pourrait être conduit si l'on négligeait de faire l'application du sens inverse. Fin de la note. Ce sont ces deux phases qui sont comparées traditionnellement, comme nous l'avons dit souvent, à celles de la respiration ainsi qu'au double mouvement du cœur. On voit que nous avons là un ternaire constitué par le centre, le rayon et la circonférence, et dans lequel le rayon joue exactement le rôle du terme médian tel que nous l'avons précédemment défini. C'est pourquoi, dans la grande triade extrême-orientale, l'homme est parfois assimilé au rayon de la roue cosmique, dont le centre et la circonférence correspondent alors respectivement au ciel et à la terre. Comme le rayon émané du centre mesure le cosmos ou le domaine de la manifestation, on voit encore par là que l'homme véritable est proprement la mesure de toute chose en ce monde. Et de même, l'homme universel l'est pour l'intégralité de la manifestation. Et l'on pourra remarquer aussi à ce propos que dans la figure dont nous parlions tout à l'heure, la croix formée par les deux diamètres rectangulaires et qui équivaut d'une certaine façon à l'ensemble de tous les rayons de la circonférence, tous les moments d'un cycle étant comme résumés dans ses phases principales, donne précisément, sous sa forme complète, le symbole même de l'homme universel. Petite note. Sur cette même figure, expliquée par les équivalences numériques de ces éléments, voir aussi LC de Saint-Martin, tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers. On désigne habituellement cet ouvrage sous le titre abrégé de tableau naturel, mais nous donnons ici le titre complet pour faire remarquer que le mot univers, y étant pris dans le sens de nature, en général, il contient la mention explicite du ternaire Deus homo natura. Fin de la note. Naturellement, ce dernier symbolisme est différent, en apparence tout au moins, de celui qui montre l'homme comme situé au centre même d'un état d'existence, et l'homme universel comme identifié à l'axe du monde, parce qu'il correspond à un point de vue également différent dans une certaine mesure. Mais au fond, ils ne s'en accordent pas moins exactement quant à leur signification essentielle, et il faut seulement prendre garde, comme toujours en pareil cas, de ne pas confondre les sens divers dont leurs éléments sont susceptibles. Petite note. Pour donner de ceci un autre exemple qui se rapporte au même sujet. Dans la tradition hindoue et quelquefois aussi dans la tradition extrême-orientale, le ciel et la terre sont représentés comme les deux roues du char cosmique. L'axe du monde est alors figuré par l'essieu qui unit ces deux roues en leur centre et qui, pour cette raison, doit être supposé vertical, comme le pont dont nous en avons parlé précédemment. Dans ce cas, la correspondance des différentes parties du char n'est évidemment pas la même que lorsque, comme nous l'avons dit plus haut, ce sont le dais et le plancher qui représentent respectivement le ciel et la terre. Le mât étant alors la figure de l'axe du monde, ce qui correspond à la position normale d'un char ordinaire. Ici d'ailleurs, les roues du char ne sont pas prises spécialement en considération. Fin de la note. Il y a lieu de remarquer à cet égard que, en tout point de la circonférence, et pour ce point, la direction de la tangente peut être regardée comme l'horizontale, et par conséquent celle du rayon qui lui est perpendiculaire comme la verticale, de sorte que tout rayon est en quelque façon un axe virtuel. Le haut et le bas peuvent donc être considérés comme correspondant toujours à cette direction du rayon, envisagée dans les deux sens opposés. Mais tandis que dans l'ordre des apparences sensibles, le bas est vers le centre, qui est alors le centre de la Terre, il faut ici faire l'application du sens inverse et considérer le centre comme étant en réalité le point le plus haut. Petite note, voir pour cela l'ésotérisme de Dante. Également, ce retournement résulte d'ailleurs du fait que, dans le premier cas, l'homme est placé à l'extérieur de la circonférence, représentant alors la surface terrestre, tandis que dans le second, il est à son intérieur. Fin de la note. Et ainsi, de quelque point de la circonférence qu'on parte, ce point le plus haut demeure toujours le même. On doit donc se représenter l'homme, assimilé au rayon de la roue, comme ayant les pieds sur la circonférence et la tête touchant le centre.
Et en effet, dans le microcosme, on peut dire que sous tous les rapports, les pieds sont en correspondance avec la terre et la tête avec le ciel. Petite note. C'est pour affirmer encore davantage cette correspondance, déjà marquée par la forme même des parties du corps, aussi bien que par leur situation respective, que les anciens confucianistes portaient un bonnet rond et des souliers carrés, ce qui est à rapprocher aussi de ce que nous avons dit plus haut au sujet de la forme des vêtements rituels des princes. Fin de la note.